c'est là où je trouve qu'on matrixe le jeu en tout de suite se disant, peu importe le candidat que je vais avoir en face de moi, voilà les choses que je vais devoir évaluer et voilà comment je vais les évaluer. J'enfonce une porte ouverte, mais il n'y a plus le rapport de force, c'est l'entreprise qui choisit le candidat et on est vraiment sur du 50-50. Donc chez nous, on a un process qui est recruteur, hiring manager et grands-parents. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un candidat qui n'a pas été pris et qui s'est dit j'ai passé un bon moment, j'en ai appris sur moi et je serais content de repostuler dans cette boîte. Comment on passe du rapport au temps au rapport à l'autre. Vous avez 2 heures. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Benoît. Bonjour Léo. Comment tu vas ? Super. C'est la question genre à 2 balles qu'on pose à début de l'épisode, alors que tout le monde s'en fout, n'est-ce pas ? Mais de toute façon, on sait que tu es un introverti, donc cette question, Exactement. Tu ne sais pas quoi en faire. Ouais, t'es là genre, je vais bien, ça dépend, parce que si on parle, et du coup, avec une envie, c'est de faire une très longue réponse qui est très fine, mais tu ne le fais pas parce que du coup, tu veux garder ton masque. Ravi de t'avoir aujourd'hui dans cet enregistrement. On est dans le studio module, qui est très chouette, où on est en train de tourner. Juste avant, on a tourné le hors-série avec Élise, qui est sorti la semaine dernière, sur notre magnifique livre Permis de recruter, que évidemment, tu as lu de l'intégralité de la page 1 à la page 364. J'attends de recevoir cet exemplaire. Au moment où on enregistre, c'est normal juste que tu l'aies pas encore lu, mais au moment où ça sera diffusé, tu l'auras lu. T'auras pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. Tu le liras. Point. Horrible, tu sais, genre hyper impératif. Non, mais ça voudrait dire que je le fais passer en prio dans ma liste de lecture. Oui. Ok. En fait, je vois pas comment tu peux faire autrement. Tu veux lire quoi ? Le recrutement ne s'improvise pas ? Déjà lu. Déjà lu, ouais. Très bien. Benoît, je suis trop content d'enregistrer avec toi. Tu as été nominé par Juliette à la fin de son épisode pour qu'on enregistre ensemble. C'est la seule raison, parce que du coup, sinon, je me suis dit, je sais pas si t'as des trucs intéressants à raconter. Donc voilà, Juliette m'a dit, il faut que, c'est une blague, je précise, second degré, il faut que Juliette nous a dit, il faut que tu parles à Benoît. Et je pense que t'as plein de choses à raconter. D'ailleurs, on a pas mal galéré à trouver un sujet parce que t'avais plein de choses que tu voulais dire. Et on a trouvé un bon sujet qui lie le tout, qui est un sujet, je trouve, hyper intéressant, qui est un sujet qui n'en est d'ailleurs pas un, n'est-ce pas ? Ça en est 3. Ça en est 3. Donc c'est un triptyque, un sujet triptyque. On va y revenir. Juste avant, est-ce que du coup tu pourrais, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, même si tout le monde connaît Benoît dans la sphère du recrutement en France et en Suisse et en Belgique et où les autres gens nous écoutent, au Canada, tout ça. Qui es-tu, Benoît ? Alors je suis Benoît Thieb, parce que justement Juliette ne savait pas comment on le disait. Responsable marque employeur et recrutement pour IKEA France depuis 2 ans et demi. 7 ans dans l'entreprise, pur produit du retail. J'ai passé 10 ans dans une autre entreprise dont on ne citera pas le nom, qui s'appelle Decathlon. Particularité, pour faire court, parce que je n'ai que 2 minutes pour me présenter, c'est de ne pas être issu d'une filière RH de formation et d'avoir fait plutôt une entrée par le contrôle de gestion chez Ikea et d'avoir fait cette belle passerelle. Ça explique sur le recrutement. Ça peut. Mais ça peut te rassurer, mec, j'ai fait un master RH et j'ai eu 4 heures de cours en M2 sur le recrutement, donc c'est pas ça qui t'aide à avoir des compétences en recrutement. Ça explique aussi pas mal de choses. Ouais, ça explique le peu de compétences que j'ai dans ce métier. Deuxième question pour toi qu'on pose à tous les invités dans la saison 3 de Tam Tam. Dans un monde du recrutement idéal, en mode utopie, il se passerait quoi dans ton rêve les plus flous ? Waouh, je m'attendais pas à cette question. Ouais, pas du tout préparé. Du tout. Non, après, je parle souvent de ça. Et on est beaucoup à en parler, mais si je pouvais avoir une baguette magique, je légiférerais pour que... Légiférerais. Ouais, très beau mot. Bravo, beaucoup de triple. Pour qu'on arrête de demander le CV à nos candidats. Ok, pourquoi ça ? Parce que je trouve que c'est un document qui est bourré de biais, déjà, qui n'a plus autant de sens que ça avec l'IA et la personnalisation et tout ce qu'on pouvait y mettre. J'ai l'impression de parler comme un vieux. Ouais. Tout ce qu'on pouvait y mettre dedans. Ouais, jadis. Et puis moi, j'ai jamais vu un candidat qui m'a dit sur son CV j'ai passé 10 ans dans cette entreprise-là, mais j'étais nul. Tu dirais que les candidats mentent ? Bon.
il façonne la réalité. Et les enjolives. Exactement. Magnifique. Ce serait rigolo à recruter son CV. En vrai, il y a plein de lois déjà qui le font. Il y a des mouvements, je ne suis pas un CV, etc. Donc peut-être qu'on y arrivera un jour. Et LinkedIn tend même à remplacer le CV, même si c'est un peu la même chose quand il pense. Mais au moins, ça évite les discriminations sur la forme, par exemple, ou sur la photo, non, parce que t'as la photo sur LinkedIn. Mais sur, par exemple, les gens qui font des CV moches, tu sais, genre des templates de Word 97. Et... Non, mais c'est ça, si tu mets une police comics en MS, forcément, ça en dit beaucoup sur toi. Ouais. RIP comics, hein, enfin, je sais pas s'il y a encore des gens qui font ça, mais si, parce que j'en ai déjà en tête des CV comme ça. Il y en a un qui vient d'arriver. Le truc, complètement hors sujet. Le CV le plus drôle que j'ai eu, c'était un mec qui avait fait un CV où il y avait la photo de lui sur la moitié du CV. Genre, donc faut le faire sur un feuille A4, tu vois. Et le CV était aligné par rapport à sa silhouette. Donc du coup, c'était pas genre tout droit, les lettres, ça suivait le contour de sa silhouette. J'ai déjà fait ça. Cringe, de ouf. T'as déjà fait ça? Ouais. Bah, c'était toi. C'était peut-être moi. T'es venu chez Papa Novel il y a 5 ans ou pas, 6 ans? Non. Ah bah c'est pas toi. C'est pas moi. C'est ton frère peut-être. Est-ce que tu as un coup de gueule à faire passer avant qu'on commence? Est-ce que tu veux t'énerver un petit peu? C'est le moment ou jamais. Genre vas-y, colère. Non, moi genre je me mets jamais en colère ou très rarement, okay. Et vaut mieux pas. Non, le coup de gueule est... Bon, on en rigolait en préparant le truc. Je vais pas mettre des grossièretés dans le langage pour faire croire que c'est un coup de gueule, mais non. Si j'ai un message, c'est vraiment, et pour pas faire de pub, un bouquin concurrent sur le recrutement. Exactement. Le recrutement ne s'improvise pas et je suis plutôt d'accord. En fait, je voulais parler du brief et du feedback et puis je me suis dit, c'est un peu ça la problématique, c'est que le recrutement, c'est pas un truc que tu fais au feeling, le truc où t'es nommé manager et maintenant, il va falloir que tu recrutes ton équipe. Ça doit être facile, je vais recevoir des gens. Vous seriez plutôt chat, chien, voilà. Donc, on en rigole, mais le brief, c'est quelque chose qui est indispensable et qui s'apprend. Je parle même pas de la trame d'entretien, de comment on fait un entretien. Et le feedback, s'il vous plaît, faites des feedbacks à vos candidats. Même aux candidats qui ont dit non, ils méritent leur feedback. Surtout aux personnes à qui on dit non. Mathieu Penet, si tu nous écoutes. Avec Iago. Le thème du coup d'aujourd'hui, c'est un thème, c'est un triptyque. On est dans une Triforce. Je sais pas si t'as déjà joué à Legend of Zelda, mais t'as la petite Triforce, le petit triangle. En gros, le triangle d'or qu'on s'est dit pour cette. Là, tu me dis genre, je sais pas ton regard, je devine si c'est un oui ou c'est un non. Non, c'est un non. Non, je suis plutôt Final Fantasy. Bah, il y a des triangles? Non. Ce qu'il y a de triangle. On va parler de 3 sujets. En fait, c'est le recrutement de manière générale. C'est l'introduction à notre thème du jour. C'est un triangle un peu chelou entre évaluation de ton candidat, donc parce que du coup ton but en tant qu'entreprise c'est savoir si il peut ou pas faire le taf. Exactement. Séduction, donc du coup t'as envie de donner envie à ton candidat, ta candidate de rejoindre ta boîte. Et le côté expérience, la plus personnalisée, parce que du coup tu peux créer des process hyper quali, mais du coup si la personne se sent pas forcément unique ou autre, ça marche pas ni côté séduction ni côté évaluation. T'évalues pas les gens de manière différente. T'as besoin de tout ça, et donc c'est un triangle qui paraît inconciliable, et on va voir ensemble si ce triangle peut être conciliable, et donc on va mettre non pas des carrés dans des ronds, mais des triangles dans des triangles. Ok. Méga perché comme intro. Et donc première partie, ce qui est hyper dur en recrutement souvent, et tu vois, nous toutes les boîtes qu'on forme, ils te disent j'aimerais bien évaluer en effet efficacement, mais j'ai peur d'être trop en mode questionnaire, en mode interrogatoire de police. Souvent on fait des immersions avec Élise dans les boîtes qu'on connaît pas, tu vois, on va passer 1 ou 2 jours et on assiste à des précales ou autres, et des fois c'est vrai que ça fait très questionnaire de police. Genre en mode est-ce que vous habitez machin, est-ce que vous avez 5 ans d'expérience et vous parlez anglais et si et ça, et donc du coup c'est très un peu tu rentres dans la vie des gens, c'est trop froid, et souvent c'est très question, enfin c'est un interrogateur de police. Le mot est bon en fait. Genre t'enchaînes les questions et tu dois donner les réponses et t'as peur de ce qu'il y a derrière. Comment du coup tu fais toi pour évaluer les personnes que t'as en entretien? Alors je sais que c'est très large comme question. C'est quoi tes recos sur l'évaluation d'un candidat? Non, et t'as raison. Et si on parle entretien structuré, on va en parler pendant cet échange, mais c'est parfois une des craintes des managers notamment, ou des recruteurs qui aiment pas la trame d'entretien structuré, de se dire je vais devoir suivre un fil et puis je vais pas pouvoir en sortir et du coup je vais être un robot. Pour parler de moi, ce que je fais le mieux, j'ai réappris à recruter en prenant le poste, parce que et j'avais hésité à postuler moi sur le poste en me disant je sais faire du recrutement, je suis manager, mais bon, je me suis dit c'est quand même une expertise, donc je me sentais pas légitime. J'ai lu pas mal de bouquins. Pour moi, ce que j'ai réinventé dans ma façon de recruter, c'est la factualisation. C'est-à-dire de glaner le maximum de faits. Okay. Pourquoi? En fait, je suis parti de la fin et de me dire mon candidat, si je dois lui faire un feedback et sortir de je n'ai pas eu le feeling,
où je ne recrute pas de gens qui se verraient chiens, je recrute que des chats. Tu as bien raison, parce que les chats sont mieux que les chiens. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je savais qu'on s'entendrait là-dessus. Bien sûr. Je comprends pas les gens qui sont des dog personnes, c'est aucun sens. Mais je me suis dit, le feedback, pour être consistant, faut qu'il y ait des faits, que je puisse lui apporter. Donc, comment je construis ma trame d'entretien et du coup, comment je construis mon brief, c'est vraiment le truc que j'ai appris, moi, sur l'auto-éducation que j'ai eue là-dessus. Et après, je pense que ce qui est hyper important, c'est de pouvoir échanger avec le manager sur les attentes et se fixer tout de suite, un peu en mode agent immobilier, quels vont être tes green flags et tes red flags, et quelles sont les choses sur lesquelles tu ne dérogeras pas. Est-ce que tu veux le duplex ou est-ce que tu veux la piscine? Donc voilà, c'était principalement ces choses-là, moi, qui vraiment me sont sautées aux yeux quand j'ai repris le poste. Ok. Ce que tu dis, c'est que du coup, tu essayes vraiment de comprendre le candidat avant de l'évaluer un petit peu. Quand tu parles de green flag et de red flag, avant même de passer à l'évaluation, tu comprends quels sont ses besoins pour voir si du coup, en fait, est-ce que tu corresponds à ce qu'il veut, quoi. En fait, ouais, si tu veux éviter le biais et donc, sans parler de la personnalisation au candidat, mais là, tu es vraiment sur la perspective du poste, tu vas t'intéresser sur ce que tu vas aller chercher chez le candidat. Peu importe que ce soit un tel ou un tel. Et c'est là où je trouve qu'on matrixe le jeu, en tout de suite se disant, peu importe le candidat que je vais avoir en face de moi, voilà les choses que je vais devoir évaluer, et voilà comment je vais les évaluer, pour ne pas se retrouver le jour J face à un candidat et s'adapter par rapport à ce que j'ai en face de moi. Ok, mais et donc du coup là, ce que tu dis, c'est un peu souvent le paradoxal. Tu vois, c'est dans une précale, disons, tu vas vouloir comprendre le candidat, mais après, par contre, quand tu passes à un entretien plus complet sur les compétences, donc t'es vraiment à l'évaluation, là, par contre, tu fais plus de différence entre candidat A et candidat B. C'est ce que tu dis ou c'est différent? En fait, tu vas faire une différence, mais qui va être apportée par le candidat lui-même. Et c'est là où, effectivement, j'évalue et comment, dans mon triangle de personnalisation, je vais apporter de la personnalisation. C'est pas moi qui vais l'apporter, au final, c'est le candidat. Parce que sur une même situation ou une même compétence que je veux aller chercher, c'est lui qui va m'apporter un exemple, m'apporter de la matière de ce qu'il a eu. Et c'est lui qui va venir personnaliser ça. Et ce qui vient, pour en revenir sur l'interrogatoire, changer un petit peu la donne aussi, parce qu'on est dans un échange. Et pour venir sur le CV, au final, le CV, je vais pouvoir avoir ce qu'il va me dire. Par contre, je l'ai avec ses mots, je l'ai avec son sentiment, et pas « Ah tiens, t'as fait 10 ans chez Leroy Merlin, j'ai mon biais positif ou négatif sur Leroy Merlin et les entreprises Mullier. Voilà ce que je me dis de toi. » Bon, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt réellement ce qui s'est passé et comment tu vas me l'amener. Ok, très clair. Et comment tu arrives à te contorsionner ou du coup tu arrives à, dans une évaluation, faire passer une bonne expérience? Par définition, une évaluation, c'est pas agréable. Genre, je sais pas si tu te souviens, tes tests collège, lycée, que sais-je, quand tu fais après des études ou quoi, c'est jamais bien une évaluation. Le mot d'ailleurs même fait peur, évaluation, genre je vais être évalué. Et comment tu arrives à créer une bonne expérience dans cette partie évaluation? Je pense que l'expérience, elle est... alors déjà sur les premiers instants, comment tu mets le candidat à l'aise. Alors, on en rigole souvent de cette question, est-ce que tu serais un chat ou un chien? Moi, je la pose. J'ai pas honte de la poser, mais elle n'a qu'une seule utilité, c'est de mettre le candidat à l'aise. Je lui dis pas, mais voilà, c'est comme ça. Alors, pour te mettre à l'aise, je vais te demander si tu es plutôt un chat ou un chien. Hein? C'est très drôle, mais tu peux tenter. C'est ça. Tu me diras ça. Et il y a OM et PSG, mais on va pas rentrer là-dedans, parce que ça pourrait passer un peu de temps. Mais... pour moi, plutôt rugby, du coup, enfin, un vrai sport, quoi. Ouais, donc, plutôt, rugby. Toulon. Peu importe, mais genre juste La Rochelle. Je ne pas tout Charente, donc La Rochelle direct. Donc, la question était... non, pour moi, comment je garde la partie séduction, ou en tout cas comment je continue d'enchanter sans tomber dans dans l'interrogatoire. Pour moi, c'est être efficace et objectif dans ce que je vais aller chercher. C'est aussi bénéfique pour l'expérience candidat. Quand on parle d'expérience candidat, quand on parle d'expérience client en commerce, on va tout de suite penser à l'enchantement, à faire des paillettes, etc. Juste de cadrer le truc et de se dire l'échange qu'on va avoir, voilà ce qu'on va aller chercher, et je vais être le plus objectif possible et le plus efficace, parce que je vais pas te poser des questions que je ne vais pas utiliser. Et
idéalement, je vais te poser des questions que le manager derrière en step 2, si on va au step 2, ne te posera pas. Je pense que tu lui garantis derrière une vraie évaluation qui soit factuelle, encore une fois, qui soit pas biaisée, pas au doigt mouillé. Et en fait, tu viens travailler sur l'expérience candidat, mais de façon plus fondamentale, je dirais. Je pourrais faire une comparaison qui me vient par rapport à ce que tu dis, mais tu vois, t'as des gens, je sais pas, tu prends un hôtel 5 étoiles, t'as peut-être pas besoin de ça en fait. Moi typiquement, genre ça me ferait même peur, j'ai pas grandi dans ce monde-là, avoir des gens qui arrivent et qui te prennent ton manteau ou qui te prennent ta valise, laisse-moi tranquille. Alors qu'un bon genre, tu vois, genre Gîte de France où t'as le côté contact, ça suffit en fait, une expérience classique des fois, et c'est plus simple à créer qu'une expérience 5 étoiles, qu'une expérience un peu genre prestige / luxe. Les gens n'ont pas forcément besoin de ça. Tu peux le faire si tu veux aller plus loin, mais dans la vie de tous les jours du recrutement, on n'a pas le temps de faire ça souvent. Dans beaucoup de boîtes où tu dois faire beaucoup de volume, des fois sur LinkedIn, tu lis des choses en mode genre faut faire le truc incroyable, etc. Oui, certes, si tu es sur de la chasse C-level comme notre chère amie Élise, tu peux faire ça. Mais quand tu dois recruter 500 profils par personne par an, j'exagère un peu, mais t'as pas le temps et le luxe de créer une expérience comme ça. Et donc du coup, déjà en effet, comme tu dis, quelque chose de faire, de transparent, de juste et de raisonnable, les gens vont kiffer. C'est ça. Et tu parles de l'hôtellerie. Et j'avais vu une intervention il y a quelques années. Encore le vieux qui parle. Boomers. Qui disait dans mon hôtel, c'est un hôtel 1 ou 2 étoiles, je sais plus, mais par contre, je sans le revendiquer, je fais quelque chose de 3 étoiles. Oui, de ouf. Et t'es sur de la satisfaction qui est pas attendue. Et je trouve que c'est là où on peut aussi peut-être l'amener parfois sur le recrutement. T'as une phrase qui dit que tu dois sous-promettre et sur-délivrer. Je le dis en français pour pas qu'on m'accuse de faire du franglais. Mais du coup, tu t'engages pas à grand chose et par contre, derrière, son expérience, elle est ouf. Ça, on essaye, toujours de faire ça sur nos clients, tu vois, et les gens sont contents parce qu'ils s'attendent pas à autant. Et quand t'arrives avec des trucs en plus qui sont imprévus, c'est toujours chouette. Et c'est pas un truc tout bête, tu vois, genre l'autre jour, un restaurant, à la fin, au moment de payer l'addition, il donne une petite saucette caramel Pierrot Gourmand, t'es content, tu vois. C'est un détail, mais t'es là, tu gardes ça à la fin, t'as ton billet t'as ton billet de récence où tu pars du restaurant, mais trop bien, ils m'ont offert une sucette, et même si t'as pas forcément aimé, genre l'entrée, tu t'en souviens plus parce que moi, je viens aujourd'hui pour le podcast, je m'attendais pas à repartir avec un exemplaire du livre, tu vois. Exactement, tout à fait. Ouais, pas mal. Dernière question avant qu'on passe à la partie comment tu pitches, comment tu séduis, comment tu convaincs. Pendant la prépa, on a discuté de ça, c'est l'entretien inversé. En vrai, nous on parle tout le temps en tant que recruteur, recruteuse, comment est-ce qu'on évalue nos candidats. Comment est-ce que les candidates et les candidats nous évaluent nous? Ouais, et puis ça fait aussi la transition avec la partie sur la séduction ou comment tu convaincs le candidat aussi de te rejoindre, mais je sais qu'il y a des entreprises qui le font, et sans parler de la LEDR par exemple qui le fait dans son process. Je trouve ça intéressant aussi pour rapporter un peu d'équité dans l'échange et que le candidat puisse aussi poser ses questions. Il n'y a plus de rapport de force, on le sait, j'enfonce une porte ouverte, mais il n'y a plus le rapport de force, c'est l'entreprise qui choisit le candidat et on est vraiment sur du 50-50. Donc j'aime bien, moi, on n'a pas encore testé de façon très transparente chez IKEAM, on y réfléchit. Chez nous, on a un process qui est recruteur, hiring manager et grands-parents. Donc le troisième entretien, c'est le grand-parent, c'est le futur N+2. Pas mal. Et on se pose la question de potentiellement utiliser l'entretien inversé à cet endroit-là. Au niveau grands-parents ? Ouais. C'est une bonne manière de faire. En plus, souvent, c'est des gens qui vont peut-être inspirer. Enfin, je sais pas, en plus, si tu recrutes des jeunes diplômés, ils vont être plutôt inspirés par des gens qui sont managers, machin, qui ont, entre guillemets, réussi leur carrière. On peut rien dire quand tu manages, t'es pas forcément réussite, mais c'est un autre débat. Et c'est bien de faire ça dans l'autre sens, parce que les gens vont pouvoir comme ça répondre aux questions et inspirer au max. Et donc, comme tu dis, c'est une très bonne transition vers la deuxième partie dont on avait conclu de parler. Donc, le deuxième partie de notre triangle, c'est comment est-ce que tu arrives à convaincre des candidats. On l'a dit, c'est plus compliqué aujourd'hui, le rapport de force, il est plutôt équilibré. Je dirais, il était déséquilibré il y a encore 1 ou 2 ans, là, avec la crise, ça se rééquilibre. On est plutôt sur un moitié-moitié où je sais pas ce que t'en penses, mais t'es au même niveau, je trouve. Des boîtes dans lesquelles on va depuis 1 an, en tout cas, ça se rééquilibre. T'as une balance sympathique. Comment, du coup, tu fais pour, toi, séduire tes candidats de manière efficace? Comment tu pitches IKEA? Comment je pitch IKEA? Je suis transparent sur l'expérience qu'on va y vivre, avec les pour et les contre. Je vais pas mentir, il y a forcément des choses qui sont moins bonnes dans chaque boîte. Il faudrait être un gros menteur ou ne pas être lucide pour dire ah non, la boîte elle est parfaite. Non, il y a des choses qui ne marchent pas. Je prends un exemple chez IKEA. C'est une boîte suédoise. Il faut comprendre qu'il y a une culture du consensus, mais c'est culturel. Donc dans les discussions avec le groupe, par exemple, il y a beaucoup de réunions. Pour prendre une décision, ça peut être long. Oui.
Mais ça, faut l'avoir en tête. Ça peut convenir à certains et ça peut ne pas convenir à certains. L'idée n'est pas de se dire je te veux pas. Par contre, voilà. Et pour moi, c'est un peu le rapport de force. C'est effectivement équilibré. On est sur ce que j'appelle l'équivalence avec les sites de rencontres. Mais c'est comment, qu'est-ce que tu vas m'apporter, qu'est-ce que je vais t'apporter, c'est quoi ton mode d'emploi, pour en revenir à nos Billy, et c'est quoi mon mode d'emploi. Le mode d'emploi d'IKEA, c'est qu'il y a de la réunion, il y a des process qui peuvent être parfois un peu lourds, la partie achat est gérée de telle façon. Voilà, maintenant tu le sais, et on peut avancer si ça te plaît, et si ça te plaît pas, c'est pas grave en fait. Soit on trouve une solution pour l'améliorer, et trouver d'autres choses qui vont te faire venir et te faire triper. Ou alors, on se dit tout de suite que c'est quelque chose qui peut pas matcher avec tes valeurs profondes et ta manière de fonctionner. En vrai, c'est trop chouette dit comme ça. Et t'as même des gens qui vont plus loin. On formait l'autre jour l'entreprise Elis, du coup ELIS dans le service de son entreprise, et qui c'était un manager d'équipe, et qui disait que lui en fait son entretien, parce que c'est un peu son entretien grand-parent dont tu parlais, tu vois, et lui son but c'était en gros d'expliquer toutes les choses qui étaient entre guillemets des contraintes du job. Donc tu travailleras le samedi, tu auras des horaires potentiellement décalés, tu auras des clients qui sont pas forcément en direct, il fait potentiellement chaud dans la laverie, dans la blanchisserie où tu seras, etc. Et du coup peut-être que c'est un peu too much, et du coup c'est ce qu'il disait lui-même, mais en même temps il s'assure que les gens à la fin, vu qu'il était tellement transparent et authentique, les gens lui disent merci. Et en fait, je trouve ça assez intéressant, et que ça vienne d'un manager et d'un marketeur, tu vois, de se rendre compte que du coup, faut arrêter de mettre des paillettes dans les yeux aux gens. Les gens c'est ça. Et, tu vois, on parlait de la sursatisfaction sur l'hôtellerie. Il y a rien de pire, je pense, de ne pas avoir expliqué un truc qui peut ne pas fonctionner et que tu as décelé parce que tu connais un peu la personnalité de ton candidat à la fin. Et donc, tu sais comment il va fonctionner, et de te dire, ça, il y a peut-être ce truc-là qui fonctionnera pas quand il va être intégré. Dis-lui tout de suite, comme ça, tu gagnes du temps. Et peut-être que ça aboutira à un process qui ne va pas au bout parce que le candidat te dit « Ah oui, moi je préfère... » Mais gagnons du temps tous. Parce que après, c'est aussi des questions d'investissement. Pas se le cacher, le recrutement coûte de l'argent. De ouf. Et puis, je pense que c'est bien de dire la vérité. Je suis d'accord. Est-ce que tu as des techniques top secrètes, un peu genre à la James Bond ou que sais-je, pour pitcher IKEA Enfin, tu sais, genre, c'est un peu un exercice qui est très difficile, et souvent, on a comment je dirais, un automatisme en tant que recruteur, c'est qu'on pitch de la même manière, encore et encore, parce qu'on n'a pas le choix. Genre, on enchaîne les précales, et c'est fatigant, et c'est normal. Et c'est logique de faire ça, genre, pour rassurer les gens qui nous écoutent, tu vois, genre, c'est normal de pitcher de la même manière. Est-ce que toi, t'as des techniques pour vraiment faire que ton pitch à la fin, ils se disent à la fois waouh, et en même temps, waouh, il a été transparent et authentique, tu vois. Donc, tu motives et tu projettes tout en rassurant. Alors, déjà, je fais ce regard-là. Regarde. Donc là, il faudra se projeter dans le podcast. Ce n'est pas filmé, donc projetez-vous. Imaginez Benoît vous regardez comme. Moi, j'appelle ça les regards de scammer. C'est Jeffrey Dahmer, tu veux dire? Non, juste de scammer. Ouais, mais j'ai pas la ref. Je suis désolé. Non. Mon Dieu. Comment tu dis, Jeffrey Dahmer? Oui, le tueur en série. Moi, je fais pas tout ce qui est un peu qui font peur. Tu préfères Zelda? Moi, je suis plutôt Télétobies en termes de soirée le soir. Que je binge watch. C'est ok. Mais ok, donc du coup, comment tu fais pour pitcher efficacement? Comment je fais pour pitcher? Alors déjà, je disais, il faut pas mentir. Je vais pas mentir, mais je recrute assez peu sur mon poste, et beaucoup de l'interne. Après, je pense que si je fais le parallèle, du coup, je vais pas forcément parler aux candidats d'IKEA, mais peut-être parler de qu'est-ce que c'est de travailler au siège. Et donc là, forcément, quand tu es en magasin, en entrepôt, tu as une idée de ce que c'est de travailler au siège. Tu fais 10h, 16h, 2 heures de pause, etc. Non. Donc, non, je vais... Oui, c'est ce qu'ils s'imaginent, mais bien sûr. Oui. Non, mais dans toutes les boîtes où tu as des entrepôts et des sièges, en magasin et sièges, les gens s'imaginent qu'au siège, ils foutent rien, ils font en pause café tout le temps. Mais c'est le cas. C'est le cas. C'est pour ça d'ailleurs que tu travailles au siège. Parce que du coup, tu fais des petits horaires, quoi. T'es en temps partiel, en fait, mais payé pour être assis. 100%. Mais non, mais après, je vais revenir sur ce qu'on se dit juste avant. C'est être authentique, ne pas avoir peur de faire preuve de vulnérabilité dans il y a ça qui peut potentiellement ne pas te plaire. Et après, non, j'ai vraiment pas de secret. Parce que j'aime bien que ce soit naturel. Et je pense que tu as raison, une fois que tu t'es fait un pitch, c'est comme un peu le personal branding de comment je me présente. Est-ce que je commence par la fin? Est-ce que je commence par le début? Est-ce que je dis que je m'appelle Benoît, que je fais 1m87? Non, on s'en fout. T'as fait mal à tout ça. Exactement.
Pas mal. Et est-ce que du coup ce pitch, donc du coup si tu l'as pas préparé, c'est l'avantage, c'est comme tu dis, t'as pas ce côté où t'es en mode redit tes répétitions. Est-ce que c'est bien de le préparer et après ce qui est sympa, tu vois, moi ce que j'avais fait dans plusieurs expériences, c'est que j'avais plusieurs pitchs comme ça, du coup tu renouvelles et ils sont tous bien faits et tu les as sous la main au cas où en fait tu les connais par cœur et du coup tu vas potentiellement les adapter à tes candidats. Est-ce que toi t'arrives du coup comme ça à faire des pitchs en gros qui sont adaptés, genre admettons je te donne 10 candidats différents, est-ce que tu pitcherais de la même manière ou est-ce que ta vision d'entreprise sera différente dans le pitch? Bonne question. C'est une bonne question parce que je lis pas le CV. Bah, je lis pas la lettre de motivation. Contre les CV. Et donc, ce serait compliqué de l'adapter réellement, ce pitch au candidat, sans le connaître. Après, il y a une méthode qui peut être intéressante et c'est Agathe Collinet qui en parlait sur LinkedIn il n'y a pas longtemps à propos d'une vidéo sur le choix de la ville. J'ai vu cette petite vidéo, très sympa. Et très bien amenée. Ouais. Et au lieu de demander au candidat s'il est OK de bosser à Lyon, je crois, elle lui dit c'est quoi le top 3 de tes villes. Et je trouve ça intéressant et... Pitcher l'entreprise, ça pourrait peut-être... donc là, en même temps, je suis en train de processer en même temps que tu me poses la question, et je vais ressortir de ça avec quelque chose peut-être d'activable. Et ça, c'est cool. Non, l'idée, ce serait peut-être de pitcher à l'inverse. Tu sais, quand tu fais du rétro-prompting, tu peux faire du rétro-pitch en posant tout de suite la question à ton candidat, qu'est-ce que tu recherches dans une entreprise ? Bien sûr. Et après, je vais te dire, je vais te présenter Guilla de la façon... qui correspond à ce que tu recherches, mais aussi peut-être te dire ça on l'a pas. Ça on l'a pas, ça va être ça. Ça pourrait être intéressant. Et du coup ça fait aussi le lien avec un truc que Élise, ton associée... Qui ça ? Moi, ça doit être une bêtise, non ? Une blague pas drôle encore sur LinkedIn ? Oui, sûrement à propos du sac Fractal. Qu'est-ce qu'elle a raconté encore, Élise ? Non, elle parle souvent d'aller choper des compétences dans les autres métiers. Annexe et connexe, faut rajouter, c'est important. Ouais, ça j'ai toujours pas compris. Compétences annexes et connexes. Mais tu vois, on peut prendre à la vente la découverte du besoin. Tu vois, si on en revient à notre rétro-pitching, de se dire la plus grosse étape dans un acte de vente, c'est la découverte du besoin de mon client. Et derrière, comment je vais lui répondre ? Je vais répondre à ce besoin et traduire, si je prends du langage Decathlon, traduire un avantage technique en avantage client. Et donc là, ça peut être intéressant aussi de le travailler comme ça. Je suis entièrement d'accord, et pour du coup abonder, tu vois, dans ma dernière boîte dans laquelle j'ai bossé, qui s'appelait Clearup avant de créer Blendy, avec cette fameuse Élise, j'avais en fait du coup des pitchs différents, mais qui n'étaient pas des pitchs différents. En gros, c'était des angles d'attaque par rapport à ce que me disaient les gens, et en fait une précale, et c'est là, tu vois, c'est une des raisons sur lesquelles on diffère avec Élise. Il y a en effet, attention, scoop, exclusivité, le point de divergence. On n'est pas d'accord sur un sujet. Le sujet, c'est la précale, mais c'est normal parce que ça dépend de nos pratiques, et du coup, Élise qui était plutôt en mode chasse, elle, quand tu chasses un candidat, en gros, tu faut d'abord que tu lui convainques que tu parles de l'entreprise, parce que t'as pas beaucoup de temps, faut que tu arrives à gagner l'attention, et du coup, est-ce qu'il soit motivé déjà, et qu'il te réponde à la fois à l'écrit mais à l'oral. Faut que tu aies vraiment ce côté où dans la précale, tu arrives à séduire la personne dès le début. Alors que quand des gens postulent, du coup, ton but c'est d'abord de faire, tu vas avoir de la candidature entrante, et donc moi, tu vois, chez Clearup, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent retrouver, qu'est-ce qu'ils veulent pas retrouver, c'est quoi leurs valeurs importantes par rapport à leur manager, par rapport à leurs outils, par rapport à pourquoi ils bossent, est-ce que c'est important pour une boîte qui a du sens ou que sais-je. Et du coup, par rapport à leurs questions, leur réponse, ça durait genre 15-20 minutes, c'était très long, mais du coup déjà ils sortaient écouter, donc il y avait le côté transparence, authenticité et confiance. Et par rapport à ça, mon pitch dépendait. Donc quelqu'un qui te disait moi ce qui compte c'est le challenge technique, le machin et tout, tu fais on a que ça comme stack technique, voilà ce qu'on utilise. Par contre je parlais pas du tout de télétravail, je parlais pas forcément du fait qu'on était en une boîte qui était en train de se battre contre les GAFAM. T'avais ce côté où du coup tu t'expliquais les choses. Et inversement, quelqu'un qui te disait moi c'est le côté éthique, je veux une boîte qui change le monde, etc. Tu dis c'est simple, si tu viens chez nous, tu seras concurrent à Microsoft, c'est plutôt sympa comme truc. Et du coup tu vas te battre contre une boîte américaine avec une petite boîte française, et du coup ton pitch il est adapté à ce que te dit la personne en début. Donc ça, si tu veux réutiliser ça, c'est chez Ikea. Et du coup, en posant des questions, ton pitch est adapté et t'as jamais le même. Et même toi, en tant que recruteur, c'est cool parce que tu pitches toujours différemment. T'as des angles, tu sais que tu vas les choisir. Donc t'as en gros des sortes de talking points, genre tu sais comment on dit dans la politique, tu sais, ils ont leur éléments de langage, les fameux EDL. T'as tes 2 éléments de langage qui sont à dispo, qui sont prêts par rapport à ce que dira le candidat. Et puis c'est hyper intéressant parce qu'au final, tu réponds aussi à quelque chose que souvent les recruteurs nous disent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le métier peut être rébarbatif. C'est ça. Mais t'en fais un peu ce que tu veux aussi. Donc, avec ce type de méthode,
tu peux changer. 100%, et donc tout le monde est content. Dernière partie, on est sur le côté expérience individualisée, le recrutement de demain. Tintintin. Et là, je m'étais mis, alors c'est un truc, une de mes grandes frustrations de ma vie. Donc si quelqu'un écoute et peut me trouver cette vidéo, je suis preneur. Quand je bossais chez L'Oréal, il y a des années de ça. Tu le valais bien? Ouais, je le valais bien. J'avais des cheveux plus soyeux qu'aujourd'hui. Là, ils sont un peu tout gras et tout parce que j'ai plus de produits L'Oréal. Non, maintenant, j'utilise le shampoing Lao, qui a été créé par une ancienne stagiaire de L'Oréal. Si tu veux, d'ailleurs, les meilleurs shampoings du monde s'appellent Lao, L-A-O, et elle a créé le premier shampoing qui régénère vraiment tes cheveux. Il faut prendre l'ascenseur pour aller le chercher. Oui, mais que vers le haut, du coup, pas vers le bas. Sinon, ça s'appelle là-bas et c'est très très loin. Ouais. Et du coup, c'était une vidéo de Kiehl's, donc c'est une marque du groupe L'Oréal, je sais pas si tu connais, ils ont plusieurs boutiques à Paris. Et en gros, c'est une vidéo intéressante, ça a un intérêt dans ce qu'on va prendre après. C'est pas juste une anecdote qui n'a pas de sens. En gros, dans la vidéo de Kiehl's, ils imaginaient un scénario dans le recrutement de demain où t'es consommateur Kiehl's, tu rentres dans une boutique, t'achètes un produit, t'aimes le produit, tu rentres chez toi, et en gros, il y avait un algo qui allait voir que tu étais un consommateur de Kiehl's, que tu avais un CV de contrôleur de gestion, que Kiehl's venait d'ouvrir une offre en contrôleur, et parce que du coup, t'es à la fois consommateur et à la fois sur LinkedIn, t'as ça, ils allaient matcher les deux choses entre ta vie en tant que client et ta vie en tant que candidat, et ils te disaient, bah, boum, t'avais une notification, on a un nouveau job qui s'ouvre, tu es client, etc. Et donc après, t'avais une bonne partie de l'entretien qui se faisait à distance avec un test technique, et tu venais dans le magasin faire ton cas pratique sur place, et ensuite tu te disais, bah, c'est bon, vous avez été recruté, bravo, voici l'offre. Et donc je trouvais ça intéressant, tu vois, dans un monde de demain où tu pourrais avoir ce côté méga personnalisé, où tu arrives à anticiper en fait les besoins des candidats et leur changement de job avec le fait que tu sois client. C'est une longue introduction. Big data. Et cette vidéo, je ne la retrouve pas. Elle était ouf, elle était hyper inspirante. À l'époque, les gens à qui je l'ai montré, les stagiaires alternants de L'Oréal, je faisais leur journée d'intégration, ils kiffaient ça, et je ne trouve plus cette vidéo. Donc si tu arrives à la retrouver avec tes talents de sourceur, dis-moi. C'était une introduction très longue à cette partie. Ma question pour toi, elle est très simple. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, tout le monde parle d'automatisation, tout le monde dit qu'il faut scaler ses process, tout le monde dit qu'il faut appliquer des méthodes efficaces et arrêter de perdre du temps. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose par rapport au fait qu'il faut qu'on personnalise les choses? Alors, je te dirais pas que c'est une bonne chose, je te dirais que c'est indispensable. On est dans une ère, et sans même parler que du recrutement, dans une ère de personnalisation. On veut tous les sneakers, les chaussures, un tel, mais personnalisé. On veut que le tableau de bord de ta voiture, ah bah tiens, moi je veux celui-ci. Donc je pense que c'est indispensable qu'on parle ou pas d'IA. Et c'est d'autant plus indispensable, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, au final, sur comment une entreprise répond aux candidats, et donc dans la façon que tu as de lui amener, il va falloir que tu personnalises le truc. Après, pour moi, l'IA est un outil exceptionnel qui peut nous permettre de gagner du temps sur plein de choses qui n'ont aucune valeur ajoutée, ou très très peu, pour passer du temps justement sur cette personnalisation, sur l'échange. L'année dernière, j'ai assisté à une conférence, je crois que c'est Indeed, et l'interlocuteur disait comment on passe du rapport au temps au rapport à l'autre. Voilà, vous avez 2 heures, mais je trouve ça très vrai. Comment tu gagnes du temps, et c'est Lean, c'est la méthode Toyota, etc. Mais comment tu gagnes du temps sur des trucs, on s'en fout de personnaliser un email, ou en tout cas de le taper. Donc ça, on a déjà évolué, c'est une forme d'intelligence artificielle, comment tu gagnes du temps sur ce type de tâches pour pouvoir gagner du temps sur la découverte de ton candidat. 100%. Et j'ai relancé la question juste après. Tu as un truc, je sais pas si tu connais, ça s'appelle maintenant le RPA. En gros, c'est pour Robot Process Automation. Donc en gros, plus que l'IA et l'automatisation, c'est un robot qui va voir ta souris et ton clavier, et qui voit ce que tu fais sur ton ordi. Et quand il voit qu'il y a un pattern, il te peut le faire à ta place. Donc par exemple, tu as un entretien, à cliquer sur valider, taguer un manager dans ton ATS pour qu'il aille regarder, lui envoyer un message, lui dire que c'est bon, décaler dans entretien 2, ça fait à ta place. Et du coup, ça va encore plus loin qu'automatisation. C'est un truc qui vraiment fait du nitty-gritty et vraiment la précision de ta tâche. Je pense peut-être que ce sera le recrutement demain, dans peut-être 5-10 ans, on en reparlera. Aujourd'hui, personne n'a encore pris ce sujet-là, mais je pense que c'est un vrai truc, il faut des compétences tech. Il y a des boîtes à créer. Bah, il y en a une qui est en train d'être créée, elle est sur ça, qui est très chouette, mais qui est pas que liée au recrutement. Et en fait, ils vont dans une boîte, ils font un audit, ils voient ce qui est automatisable et réplicable, et ils le font. Comment du coup, là du coup t'as un paradoxe, parce que du coup l'IA souvent ça scale mais sans personnalisation, et toi du coup tu dis que personnaliser. Comment tu résous ce paradoxe? Pareil, vous avez 4 heures. Comment je résous ce paradoxe lié à l'IA, tu veux dire? Bah, tu vois, alors l'IA te permet de faire des choses à l'échelle, et la personnalisation, du coup, souvent, bah, c'est dur de la faire à l'échelle. Est-ce que du coup, tu penses que tu as une manière de mixer les deux mondes? On en a un peu parlé tout à l'heure sur la personnalisation, où au final, c'est aussi comment tu vas chercher la personnalisation, comment tu vas pas seulement toi l'amener, mais comment tu vas la chercher.
On parlait d'entretiens structurés. Comment, pour une même trame, au final, tu peux avoir des entretiens qui sont totalement, pas totalement, mais différents parce que c'est le candidat qui va t'apporter cette phase de personnalisation. Étayé avec ses expériences, toi, ta vie n'est pas la même que la mienne. En tout cas, je te le souhaite. Non, en tout cas, on n'a pas vécu les mêmes expériences. Oui, et quand bien même, on a peut-être été tous les deux dans la même grande école. J'étais bon, peut-être toi aussi. Ou pas. Un peu cancre. Et donc, c'est peut-être là. Après, lié à l'IA, je pense qu'il y a tout la machine learning et tous ces process derrière qui vont évoluer et qui vont nous permettre, je pense, de plus en plus d'être à la fois dans gagner du temps sur de la répétitivité. Ouais. Dur à dire ça. Ouais, tu l'as bien dit. Bravo, sans faute. Merci. Et derrière de la personnalisation. Ouais, je suis d'accord. Dernière question à te poser. Parce qu'on a déjà tout à l'heure parlé aussi de comment tu fais ça en entretien. Ce que tu disais, c'est en effet un entretien structuré. Par définition, on pense que c'est la même chose, mais en fait, c'est les expériences des gens. Et ça, tu l'as déjà redit à 2 reprises. Et c'est très vrai. Et c'est souvent un argument, tu vois, à objecter aux gens qui te disent, bah ouais, mais j'ai l'impression d'être un robot. Bah non, parce que du coup, via ces questions-là, tu vas découvrir encore plus précisément l'expérience des gens, plus que parlez-moi de cette expérience-là, un truc sans développer. Au fait, pour le coup, là, t'auras le copier-coller de la réponse qu'il aura donnée à X entreprise. La fin du recrutement, c'est l'onboarding, qui est le début de la relation RH. Est-ce que du coup, tu as des techniques là-dessus sur comment est-ce que tu personnalises cette partie-là? C'est quoi les tips? À quoi ressemble ton onboarding parfait? Comme un œuf, parfait. Je suis désolé pour ça. Ça va aller. Non, moi j'ai une grande chance dans mon scope, c'est qu'on a le onboarding. On considère que le recrutement se finit au bout du 90e jour. Souvent, c'est les RH en effet qui gèrent ça et les recruteurs sont tristes parce qu'ils ne suivent pas ça. Alors, quand je te dis qu'on l'a, c'est pas le recruteur qui le suit. Par contre, on a la charge, nous, sur la stratégisation et la processisation du onboarding, et en tout cas sur le tronc commun, donc la découverte de la culture d'entreprise, qu'est-ce que tu fais le premier jour, première semaine, le premier mois. Donc ça, c'est top. Je pense que ce qui marche de dingue, et on en revient sur le rapport au temps et le rapport à l'autre, c'est de dégager du temps. Il n'y a rien de pire d'avoir passé, quand ça se passe bien, 20 jours sur un recrutement. Que le candidat il ait eu son temps de prévenance, son délai de prévenance, il arrive et puis le manager n'est pas là le jour J. Coucou, débrouille-toi. Donc, et en fait, je pense que des fois on essaye de réinventer la roue, la poudre ou l'eau en poudre. Mais revenons à l'essentiel, comment le jour J le manager est là, il dégage du temps, il fait rencontrer l'équipe, il prend ce temps-là, il est disponible. Je pense qu'il faut aussi être agile avec la personne et se dire, le premier jour, prenons un peu de légèreté. On va pas tout de suite aller dans ton métier, tes missions, etc. Mais peut-être apprendre à se connaître au-delà de l'entretien qu'on a eu il y a déjà quelques semaines malgré tout. C'est quoi ton mode d'emploi? Comment tu fonctionnes sur la communication? Est-ce que tu as besoin qu'on échange beaucoup? Est-ce que tu as besoin que je te demande ça va à chaque matin? Oui, est-ce que tout le monde s'en fout? Très clairement, moi, je sais que j'ai une collaboratrice dans l'équipe. On se dit presque pas bonjour le premier échange, on se pose la question tout de suite. Salut. Mais parce que il faut qu'on aille direct. Ouais. Je sais qu'il y en a d'autres. Salut, ça va. Même voir plus. Genre, c'était comment ton week-end? Exactement. Chacun, on est tous différents. Mais je pense que c'est des trucs sur lesquels on prend pas assez de temps. Ouais. Et le truc un peu magique. Nous, on utilise les tests de personnalité. On travaille avec Predictive Index, le PI. Et on réfléchit, on teste sur comment on utilise ça, pas tant sur le process de recrutement et sélection, au final, est-ce que réellement c'est prédictif, on ne sait pas trop, mais plutôt sur se connaître, que le manager apprenne aussi à me connaître, comment moi aussi j'apprends à le connaître parce qu'il va me partager sa personnalité pour mieux travailler ensemble. Et comment ma personnalité, parce qu'il n'y a pas de mauvais ou bon test de personnalité, il y a des personnalités. Comment je vais pouvoir fitter dans l'équipe, quels vont être les points d'attention, etc. Et tu parlais tout à l'heure de tes manuels personnels, en fait. Enfin, du coup, tu pourrais très bien, en effet, faire ça. Je sais pas si tu le fais déjà, mais pour l'onboarding, tu demandes aux candidats de préparer leur propre petit manuel, à un manager de faire ça, aux grands-parents, dont tu parlais potentiellement, les N+2. Et du coup, ça, tout le monde se comprend. Ça serait chouette. Alors, on le fait pas, mais ça pourrait être vraiment très, très intéressant. Nous, c'est dans l'équipe recrutement. On a fait une formation à la communication positive avec l'OSDB. Et justement, comment partager son mode d'emploi.
dans la communication positive. Donc c'est effectivement un truc qui est intéressant à travailler sur. Mais écoute, tu mets ça en place, tu nous rediras si ça fonctionne. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux 3 questions de conclusion qu'on pose à tous les invités de Tam Tam dans la saison 3 sur ces sujets-là de évaluation, séduction, convaincre les gens, personnalisation? Non, je pense après la dernière étape de personnalisation, séduction et d'évaluation, c'est le feedback. J'en parlais tout à l'heure dans mon pseudo coup de gueule, mais tu travailles et pour le candidat et pour toi, pour ta marque employeur, et de se dire, enfin moi je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un candidat qui n'a pas été pris, mais qui s'est dit j'ai passé un bon moment, j'en ai appris sur moi, et je serais content de repostuler dans cette boîte. De ouf, hyper important. Mais pour ça, il faut s'occuper des personnes qu'on rejette. C'est ça. Et si jamais t'as pas le temps de le faire, tu payes des gens pour le faire, genre Mathieu et Yago, et c'est tout son business. Si t'as trop de candidatures entrantes, ce qui est du coup un problème de riche, mais un problème quand même, du coup tu demandes à des gens de le faire. Tu vois, il y a la semaine dernière, on formait les équipes de Saint-Gobain, c'est ce qu'ils ont implémenté parce qu'ils avaient beaucoup trop de candidatures, parce que c'est sexy comme boîte, et du coup ils n'ont pas le temps, donc c'est Yago qui le fait, et tout le monde est content. Et le candidat, en effet, a l'impression et a sa réponse personnalisée pour de vrai, et il est content, et il associe son expérience, comme tu dis, à quelque chose de positif, même si c'est un no-go. Ouais, tout à fait. Trop bien, merci pour cette belle petite conclusion. 3 questions qu'on pose à tous les invités. Question numéro 1, je te le souhaite pas, mais tu te retrouves sur une île déserte. Disons que t'as des vacances qui tournent mal, t'as un crash, t'es le seul survivant de ton avion avec son petit parachute. T'arrives sur une île déserte, il y a que toi et quelques petits animaux et puis une petite chenille, parce que c'est toujours bien. Un chenipan, exactement. Et tu t'aperçois au loin des coconforts et tu te dis faut que tu te casses parce que sinon du coup tu te retrouves comme dans l'épisode 1 ou 2 de Pokémon et t'as peur parce que t'as du coup des Dardanians qui te courent après. Non, c'est pas Dardanian, c'est pas Pillusion. Non, ça va, c'est plutôt si t'as des coconforts du coup. Pose ta question. Tu m'as lancé sur Pokémon. C'est terrible de faire ça. Qu'est-ce que tu prends avec toi sur cette île déserte? Comme contenu, recrutement ou pas? Ça peut être de l'audio, de la vidéo, du texte, ce que tu veux. Déjà, se retrouver tout seul sur une île déserte, est-ce que c'est fondamentalement mauvais quand t'es introverti et que t'as besoin de vrai kiff. Donc, hyper kiff. Et après, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, moi je suis un fan de musique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, donc je prendrais un casque. Même si t'es tout seul sur une île déserte, écouter la musique ou les sons avec un casque est totalement différent. Et donc c'est ce que je prendrais. Un petit lecteur MP3 du coup à l'ancienne, parce que du coup t'auras pas d'internet, donc oui. Ou c'était quoi les iPods, c'était bien, t'avais beaucoup de musique dessus. Attention, plus de 20 000, c'était quoi leur slogan? Je crois que ça, genre typiquement tu parlais tout à l'heure de compétences techniques par rapport à fonctionnalité, ils te disaient pas genre on a 10 gigas, ils te disaient plus de 20 000 musiques sur ton iPod. La boucle est bouclée avec ce truc de tout à l'heure. Deuxième question pour toi. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais entendre au micro de Tam Tam? Tu as été du coup cité par Juliette, qu'on salue, dans son épisode sur la data, que personne n'écoute parce que tout le monde s'en fout de la data. C'est faux, elle a des très bons scores. Il était très cool, et très bon épisode. Est-ce qu'il y a des gens que tu recommandes au micro de Tam Tam? Oui, et encore une fois, je n'ai pas préparé, bien sûr. Bien sûr. Je vais me poser pas, tu t'écoutes jamais Tam Tam, tu sais pas en plus qu'il y a ça. D'hésitation. Fais semblant d'hésiter. Non, tu peux rajouter un truc comme c'est très difficile. Maintenant que tu le demandes. Non, je pourrais te proposer Claire de Lidl, Claire et oui. Ok. Et Célia Delimata de Leroy Merlin. Donc 2 entreprises pseudo-concurrentes sur le marché du travail, mais avec qui on échange énormément dans les forums. Claire qui entreprise allemande assez proche au final dans la méthode de fonctionnement de chez nous. Mais structurellement pas la même. Et Leroy, Célia aussi, j'aime beaucoup échanger avec elle et pas mal de choses, je pense, à partager avec toi. Ouais, on est déjà en contact et on devrait normalement faire ça dans un jour ou l'autre. Impeccable. Donc c'est prévu. Donc tu as anticipé, tu as vu le futur. Tu as un don de omniscience. C'est beau, hein. Dernière question pour toi et on aura fini ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager pour des gens qui font du recrutement et qui nous écoutent et qui se disent j'ai pas eu assez, il me manque le conseil final, la cerise sur le gâteau, c'est maintenant? Je parlais avec je sais plus qui il y a pas longtemps. Je le connais aussi, je sais plus qui, il est sympa quand même. Il est cool. Ou elle, on ne sait pas. Non binaire. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et oui, la fameuse. Moi, j'aurais tendance à dire quand il y a un doute, creusons-le, au lieu de rester avec ses biais, ses idées. Je me raccroche aux accords Toltec et ne faisons pas de suppositions, etc. Mais je pense qu'en tout cas, moi, on a tous notre avis sur cet ouvrage, comme sur celui des 5 raisons, des 5 blessures, etc. Alors, moi, j'adore ces 2 bouquins. Ils m'ont vraiment aidé. Et surtout sur ça sur les suppositions. Mettons des mots, posons les questions. Tiens, mais attends, tu viens de me dire ça.
plutôt que de rester, attends, il a dit ça, ça me fait, je pense que c'est ça. Non, posons la question. Et justement, pour boucler la boucle sur l'IA, si j'ai gagné du temps sur mon procès, je peux passer plus de temps avec mon candidat, prendre le temps de lui poser cette question, aller plus loin dans l'échange, et pas rester sur du feeling pour mon feedback qui va être fait, bien entendu. Magnifique, merci pour cette réponse et pour ces placements de livres qui en effet sont assez clivants. C'est comme du Guillaume Musso, tu vois, genre est-ce que c'est bien, pas bien de lire, personne ne le saura. Merci d'être venu jusqu'à ce magnifique studio que j'ai, Studio Module, c'était rigolo d'enregistrer ici, j'ai bien aimé. Placement de produits qui n'ont pas demandé, je précise, ce n'est pas sponsorisé. Très chouette comme petit endroit. Tu reviens quand tu veux pour parler d'un autre sujet. Je reviens demain. Non, demain non, demain c'est Halloween. Ah. Donc, du coup, ou alors tu reviens mais déguisé. Et on fait un podcast déguisé en citrouille. Chiche. Point. Merci Benoît, c'est très chouette. Merci Léo. Et à bientôt. Bye. À très vite. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.